Oui, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session scientifique qui s'inscrit toujours dans le cadre des séries de rencontres organisées par l'Institut marocain pour le Sud global, ou The Moroccan Institute for the Global South, dont je salue chaleureusement l'initiative. Une initiative qui témoigne d'un engagement fort, celui de nourrir une réflexion africaine par et pour les Africains. Donc aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en tant que modératrice de cette session, euh, dont la thématique s'annonce particulièrement pertinente, puisqu'elle aborde une question d'une importance stratégique majeure, à savoir l'Union africaine et le Sahara marocain vers une réforme institutionnelle pour une position unifiée. Ce sujet, à la fois sensible et stratégique, interroge les fondements même de l'action collective africaine. Il invite à une relecture lucide des dynamiques internes à l'Union africaine, de ses contradictions juridiques et des fractures diplomatiques qui l'affectent. Il pose également la question devenue incontournable de la nécessité d'une réforme institutionnelle susceptible de restaurer la crédibilité et la cohérence de cette organisation. Pour aborder cette problématique un peu complexe, nous avons l'honneur d'accueillir une intervenante dont le parcours illustre parfaitement l'articulation entre l'expertise académique, l'engagement panafricain et l'excellence professionnelle. Docteur Lamia Blalij, cofondatrice de l'Institut marocain pour le Sud global. Bienvenue, docteur Blalij. Donc, docteur Blalij est titulaire d'un diplôme d'État en sciences de la santé et d'un diplôme de deuxième cycle en enseignement paramédical. Elle a consacré à peu près 2 décennies à la formation des professionnels de santé au Maroc, tout en occupant diverses fonctions de responsabilité, notamment en tant que directrice pédagogique et chef de filière en kinésithérapie. Parallèlement à son parcours dans le secteur de la santé, Dr Blalij a développé une grande expertise dans le domaine des relations internationales. Titulaire d'une licence en droit public, d'un master en études diplomatiques, puis d'un doctorat en relations internationales à l'Université Mohammed V, elle a consacré sa thèse à un sujet très important qui est la politique africaine du Maroc et de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine. Ces travaux de recherche salués par la communauté scientifique l'ont conduit à publier plusieurs contributions dont je cite quelques-uns, la diplomatie humanitaire du Maroc, la dimension sanitaire de la politique africaine du Maroc, ainsi que les analyses innovantes sur la zone de libre-échange continentale africaine et l'innovation sociale en Afrique. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole en la remerciant vivement pour sa présence et pour la richesse de sa contribution à nos travaux. À vous la parole, docteur Blalij. Merci, docteur. Et avant de commencer, permettez-moi également de vous remercier chaleureusement pour votre accompagnement précieux et votre disponibilité sans faille. Et en tant que cofondatrice du Moroccan Institute for the Global South, je mesure tout le sens de votre engagement à faire de cette rencontre un espace de dialogue fréquent. Merci encore une fois, cher professeur, pour votre professionnalisme et pour votre présence inspirante. Donc, sans trop tarder, abordons maintenant le cœur de notre sujet, à savoir l'Union africaine et le Sahara marocain vers une réforme institutionnelle pour une position africaine unifiée. La question du Sahara marocain au sein de l'Union africaine dépasse largement le cadre d'un simple différend territorial. Elle constitue en réalité un véritable cas d'école des complexités postcoloniales et des contradictions institutionnelles africaines. Ce dossier, loin de se limiter à sa dimension géopolitique, agit comme un miroir révélateur des défis structurels de notre organisation continentale. Donc, assimiler ce différend à une classique question de décolonisation revient donc à nier les faits historiques et à entretenir une artificialisation juridique
au détriment de la réalité et la vérité matérielle. Donc, ce dossier nous confronte à trois réalités fondamentales. Premièrement, il s'agit d'un enjeu crucial pour l'intégrité territoriale et l'identité nationale du Maroc, fondé sur des droits historiques incontestables et le principe sacré de l'intangibilité des frontières. Deuxièmement, nous observons une instrumentalisation manifeste du droit à l'autodétermination par certains acteurs régionaux au mépris de la réalité historique et géopolitique locale. Et troisièmement, et c'est là le cœur de notre problématique, ce conflit révèle de profondes contradictions. Or, si la majorité des organisations internationales, une large part des États membres des Nations Unies ne reconnaissent pas la prétendue race, l'Union africaine demeure à ce jour-là la seule organisation régionale à lui accorder une reconnaissance pleine et entière, en opposition frontale avec les positions de l'ONU et de la majorité de la communauté internationale. Donc, cette problématique multidimensionnelle nous impose une remise en question fondamentale des mécanismes de décision africains. Aujourd'hui, ensemble, relevons ce défi ambitieux, celui de transformer ces tensions persistantes en une opportunité historique de réforme institutionnelle. Il s'agit ni plus ni moins de repenser notre architecture continentale pour lui permettre de répondre aux exigences du XXe siècle. Donc, cette situation paradoxale soulève une question cruciale. Comment l'Union africaine peut-elle légitimement prétendre incarner l'unité africaine tout en maintenant une position aussi isolée et contradictoire avec ses propres principes fondateurs? En trois temps. Nous analyserons d'abord les fractures politiques engendrées par la reconnaissance de la pseudo-race au sein de l'Union africaine et qui a contribué à diviser durablement les États africains et à fragiliser l'idéal d'unité continentale. Nous examinerons ensuite les contradictions juridiques et diplomatiques de cette reconnaissance à la lumière des normes du droit international et des positions exprimées par les Nations Unies, mettant en évidence l'écart entre les principes affichés par l'Union africaine et la réalité juridique du conflit. Enfin, nous proposerons une lecture réformatrice plaidant pour une révision de la charte de l'Union africaine, une clarification des critères d'adhésion dans le but de restaurer la cohérence normative, la légitimité institutionnelle et la crédibilité politique de l'organisation continentale. Donc, l'enjeu est de taille. Il ne s'agit rien moins que de remettre à l'Afrique, de permettre plutôt à l'Afrique de dépasser ce contentieux obsolète pour se concentrer sur ses véritables défis, à savoir le développement, la sécurité et l'intégration régionale. Donc, après cette introduction qui a posé les termes du débat, permettez-moi maintenant d'éclairer plus précisément ce paradoxe africain qui constitue la persistance de ce différend. Comme nous allons le voir, la reconnaissance de la prétendue race a engendré des fractures politiques profondes au sein de notre organisation continentale. Puisque dès 1958, le Maroc réclame la décolonisation du Sahara, une position réaffirmée par les rois Mohamed V et Hassan II. Le pays inscrit la question par la suite à l'ONU dès 1961 et obtient en 1966 une résolution appelant à un référendum sous supervision espagnole. Cependant, l'Espagne tarde à agir et en 1975, la Cour internationale de justice reconnaît les liens historiques entre le Sahara, le Maroc et la Mauritanie, tout en maintenant le principe d'autodétermination. La marche verte de 1975 et l'accord de Madrid permettent le retrait espagnol et l'administration conjointe maroco-mauritanienne. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, proclame en ce moment-là la pseudo-race, précisément en 1976, déclenchant ainsi un conflit armé.
Donc, cette proclamation unilatérale de la race par le Polisario en 1976, soutenue par l'Algérie, déclenche un conflit armé opposant le Maroc, la Mauritanie et les séparatistes. Après le retrait mauritanien en 1979, le Maroc consolide son contrôle sur 80% des territoires et entre 1980 et 1987, il construit un mur défensif de 2700 km avec 5 lignes fortifiées, sécurisant ainsi les zones urbaines clés et confinant le Polisario dans le désert. Cette période marque la cristallisation, si on veut, du conflit, puisque le Maroc a pu contrôler les territoires utiles, tandis que le Polisario, bien que marginalisé militairement, bénéficie du soutien diplomatique de l'Algérie et d'une partie de la communauté internationale à l'époque. Donc, cette proclamation de la race et la militarisation du conflit pousse l'Organisation de l'Unité africaine à intervenir comme médiateur. En 1978, il crée une commission ad hoc chargée de proposer une solution, mais son projet de référendum est rejeté par le Maroc, qui voit une partialité en faveur du Polisario. Et dans une tentative de compromis, le roi Hassan II il propose en 1981 un référendum contrôlé sous supervision internationale. Mais cependant, la décision controversée de l'OUA d'admettre la pseudo-race comme membre en 1982 enterre toute possibilité de neutralité africaine. Donc, cette proposition marocaine de 1981 pour un référendum contrôlé, bien que prometteuse, a échoué en raison de 3 obstacles majeurs. D'abord, c'est le désaccord persistant sur la composition du corps électoral. Deuxièmement, on note la position inflexible du Polisario exigeant une indépendance totale. Et enfin, c'est l'ingérence continue de l'Algérie en soutien aux séparatistes. Donc, ces échecs successifs ont transformé un différend local en crise continentale durable, transférant le dossier à l'ONU où il reste bloqué avec des répercussions qui continuent de peser sur les relations régionales et africaines aujourd'hui même. Donc, cette admission de la race par l'ONU, encore une fois, en 1982, a aggravé la situation en discréditant l'organisation comme médiateur impartial et provoquant ainsi le retrait marocain. Le Maroc, membre fondateur, quitte l'OUA en 1984. On a d'un côté l'unité continentale qui s'affaiblit et comme conséquence majeure, on note également le dossier qui a été renvoyé à l'ONU où il s'enlise sur la question insoluble du corps électoral et cette séquence consacre l'échec d'une solution africaine et la polarisation durable du continent sur la question saharienne. Donc, ces divisions récurrentes au sein de l'Union africaine sur le dossier saharien ne constituent pas un simple différend politique, mais révèlent une contradiction institutionnelle bien plus profonde. Derrière ces fractures apparentes se cachent en réalité des incohérences juridiques fondamentales qui remettent en cause la crédibilité même de l'organisation panafricaine. Donc, le passage de l'OUA à l'Union africaine en 2002, présenté comme une refonte destinée à corriger les dysfonctionnements du passé, n'a pas permis de résoudre cette épineuse question. Paradoxalement, l'organisation a reproduit, voire amplifié, les mêmes biais en maintenant une approche systématiquement favorable au Polisario, comme en témoignent 3 cas emblématiques. Premièrement, la violation flagrante du principe de neutralité qui s'est concrétisée par des actes institutionnels clairs. On peut citer à titre d'exemple la décision du Conseil de paix et de sécurité en 2015, les recommandations du rapport de la Commission en 2013, plaidant pour un référendum d'autodétermination et surtout la nomination en 2014 de Joaquim Chissano, perçu comme pro-Polisario, comme envoyé spécial.
Dans ce dernier, qui a mené une active campagne diplomatique entre 2014 et 2016 pour internationaliser le conflit, notamment en plaidant pour l'élargissement du mandat de la MINURSO aux droits de l'homme. Deuxièmement, la contradiction avec le droit international est apparue au grand jour lorsque ces initiatives ont empiété sur le mandat exclusif de l'ONU, aboutissant à la tentative avortée en 2016 de présenter un rapport unilatéral au Conseil de sécurité, une tentative qui a été fermement rejetée par la communauté internationale. Et troisièmement, le double standard institutionnel a été aussi révélé par le soutien persistant à une entité remettant en cause le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières, alors même que l'Union africaine en avait fait un pilier de sa charte fondatrice. Ces incohérences cumulées, soutenues par l'Algérie et certains États africains à l'époque, ont durablement entamé la crédibilité de notre organisation. Donc, vous pouvez voir sur ce tableau qui met en lumière les contradictions flagrantes entre les principes affichés et les actions réelles des différents acteurs dans le dossier saharien. On a l'Union africaine qui se présente comme médiatrice neutre, a en réalité mené une mission ouvertement pro-Polisario entre 2014 et 2016, violant ainsi son propre principe de neutralité. Pendant ce temps, l'ONU a fermement rejeté les initiatives de l'Union africaine en 2015 et réaffirmé l'exclusivité de son mandat à travers la MINURSO. Plus grave encore, l'Union africaine a choisi d'ignorer les conclusions claires de la Cour internationale de justice reconnaissant les liens historiques entre le Maroc et le Sahara occidental. Donc, ce décalage entre les déclarations et les actes s'inscrit directement dans la continuité des contradictions analysées précédemment. Comme nous l'avons vu, l'Union africaine a systématiquement privilégié une approche partielle au détriment du droit international et de ses propres principes fondateurs. Ces incohérences institutionnelles expliquent en grande partie l'échec des initiatives africaines et la perte de crédibilité de l'organisation sur ce dossier. Ce slide, par contre, révèle les tensions fondamentales entre deux approches juridiques inconciliables qui expliquent l'enlisement du dossier Sahel. D'un côté, le cadre onusien maintient un équilibre délicat entre le principe d'autodétermination à travers la résolution 1514 et la reconnaissance des liens historiques. Et là, on parle de l'avis de la Cour internationale de justice de 1975. De l'autre côté, on a l'OUA à l'époque, l'Union africaine et actuellement, qui a radicalisé sa position par l'admission controversée de la pseudo-race en 1982, une décision qui viole simultanément son principe d'intangibilité des frontières et aussi les critères fondamentaux du droit international. Donc, cette contradiction institutionnelle, analysée précédemment à travers le prisme du double standard, trouve ici sa source historique. Elle illustre comment l'organisation africaine s'est enfermée dans une impasse en privilégiant une lecture politique au détriment du droit international, marginalisant progressivement son propre rôle dans la résolution du conflit. Donc, cette analyse des contradictions fondamentales entre les approches tunisiennes et africaines révèle une crise de crédibilité institutionnelle qui appelle des réformes structurelles. Le traitement du Sahara marocain démontre que l'Union africaine, en maintenant des positions juridiquement inconsistantes depuis 1982, s'est progressivement marginalisée dans la gestion du conflit. Cette impasse historique soulève une question cruciale. Comment restaurer la crédibilité d'une organisation dont les propres règles constitutionnelles sont régulièrement violées par ses membres? C'est donc dans ce contexte que s'impose l'urgence d'une révision constitutionnelle. L'analyse des tensions constitutionnelles de l'Union africaine révèle une contradiction fondamentale au cœur de son acte constitutif.
qui éclaire directement des dysfonctionnements observés dans le dossier Sahel. L'article 4, alinéa B sur l'intangibilité des frontières et l'article 3, alinéa 2, E sur le droit à l'autodétermination créent un cadre normatif profondément contradictoire et il crée un cadre normatif profondément contradictoire et il a pu faire l'objet d'une triple instrumentalisation. On a sur le plan institutionnel une paralysie décisionnelle chronique. Sur le plan politique, on assiste à une instrumentalisation par certains États dont le rôle de l'Algérie est patent. Et sur le plan juridique, on observe aussi une schizophrénie normative qui permet toutes les interprétations. Pourtant, un vent d'espoir souffle depuis le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, marquant un tournant décisif dans la gestion du dossier saharien. Alors, donc, le constat des contradictions institutionnelles et des opportunités post-2017 appelle nécessairement des réformes structurelles ambitieuses. Les axes prioritaires identifiés répondent directement aux dysfonctionnements précédemment analysés. Pour renforcer la cohérence et la légitimité institutionnelle, l'établissement de critères d'adhésion stricts, tels que le contrôle territorial effectif et une reconnaissance internationale majoritaire, permettrait d'éviter les incohérences historiques, à l'image de l'admission controversée de l'ARAS en 1982, qui avait enfreint ses principes fondamentaux. Cette réforme alignerait ainsi les pratiques actuelles sur les valeurs fondatrices de l'organisation. Par ailleurs, la mise en place de garde-fous contre l'instrumentalisation, comme la suspension de droit de vote pour les partis impliqués dans un conflit, mettrait un terme aux manipulations politiques, notamment celles observées dans le dossier Sahel. Enfin, un mécanisme de médiation obligatoire contribuerait à stabiliser les relations diplomatiques en prévenant les tensions cycliques telles que celles survenues entre 2014 et 2016. Deuxièmement, une harmonisation normative visant à résoudre la contradiction fondamentale entre l'article 4 alinéa B sur l'intangibilité des frontières et l'article 3 alinéa E sur le droit à l'autodétermination, tout en alignant l'Union africaine sur les résolutions de l'ONU et les avis de la Cour internationale de justice, notamment celui de 1975. Et troisièmement, un recentrage stratégique privilégiant l'intégration économique continentale en adoptant une approche telle que celle du Maroc comme modèle de résolution des conflits, combinant solutions politiques négociées, autonomie régionale et développement économique intégrateur. Donc, en guise de conclusion, l'analyse du dossier saharien par l'Union africaine révèle un paradoxe saisissant. Ce conflit, qui a longtemps exposé les contradictions de l'organisation, pourrait finalement devenir le catalyseur de sa nécessaire refondation. Comme le souligne avec justesse le roi Mohamed VI, l'avenir de l'Afrique se construira dans une union solidaire et respectueuse des spécificités de chacun. Les réformes aujourd'hui sur la table ne sont pas de simples ajustements techniques, mais les fondements d'une union africaine unifiée et enfin fidèle à ses idéaux fondateurs.
Le défi est désormais de transformer ces propositions en réalité pour que l'organisation cesse d'être une arène de rivalité stérile et devienne véritablement ce forum de solidarité et de co-développement que l'Afrique mérite. L'histoire retiendra que c'est peut-être à travers la résolution apaisée du conflit saharien que l'Union africaine pourra et aura trouvé le chemin de sa propre maturité institutionnelle. Ainsi s'achève cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute tout au long de cet exposé et merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous venons de suivre une intervention d'une grande qualité qui nous a offert une lecture à la fois lucide, documentée et profondément engagée d'un sujet aussi complexe qui est la place du Sahara marocain dans l'architecture institutionnelle de l'Union africaine. Donc, à travers une démarche analytique, Dr Blelij nous a conduit à interroger les fondements même de l'action panafricaine contemporaine. Sa présentation nous a d'abord rappelé le paradoxe africain, celui d'une reconnaissance d'entité non étatique au sein de l'Union africaine qui va à l'encontre de l'objectif premier de l'unité continentale. Elle a ensuite mis en lumière les contradictions juridiques et les limites diplomatiques d'une Union africaine qui, en s'éloignant du droit international, fragilise sa propre légitimité. Et enfin, elle a plaidé pour une révision constitutionnelle de l'organisation continentale, condition sine qua non pour asseoir une gouvernance cohérente, équitable et respectueuse de la souveraineté des États membres. Donc, ce plaidoyer pour une Union africaine réformée, alignée sur les réalités géopolitiques africaines, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que les institutions ne sont pas figées, elles doivent évoluer avec le temps et répondre aux aspirations des peuples qu'elles représentent. Donc, au nom de toutes les personnes présentes ici, je tiens à adresser mes remerciements à Dr Blelij pour la profondeur de son analyse, la clarté de sa vision aussi. Je voudrais également saluer le Moroccan Institute for the Global South pour l'organisation de cette session, qui s'inscrit parfaitement dans sa mission de promouvoir une pensée stratégique africaine tournée vers l'action et le progrès partagé. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Merci encore une fois, Dr Blelij. Et Inch'Allah, on se dit à la prochaine rencontre. Merci. Inch'Allah, merci à vous pour une fois.